des émergents à présent, et c'est Bruno Vanier qui est avec nous en plateau pendant cette demi-heure, le président de Gemway Assets. Bonjour et bienvenue Bruno. Bonjour. Oui, quelques questions un peu d'actualité pour voir comment est-ce que les tensions bancaires, financières apparues au cours du mois de mars aux États-Unis, dans une moindre mesure en Europe, ont pu trouver ou non des répercussions dans la sphère émergente, Bruno? C'est la première question. Alors, pour l'heure, c'est la bonne nouvelle, j'ai envie de dire, c'est qu'on a très très peu de contagion, encore moins de répercussions. Hein, si on regarde les valeurs bancaires dans le monde émergent, en relatif par rapport à l'indice respectif, elles font des performances qui n'ont rien à voir avec les performances qu'on a pu avoir sur les États-Unis et sur l'Europe. Hein. Donc là, Dieu merci, là, il n'y a pas trop de contagion, quoi. Alors, pas pour le moment. Ouais. Difficile, bien sûr, de prévoir ce qui peut se passer, mais pour le moment, on est relativement serein. D'autant que ces tensions bancaires américaines, qui ne sont peut-être pas terminées, hein, ni en Europe, se traduisent quelque part par une potentielle pause de la Fed, hein, donc un dollar qui revient un petit peu. Ça, globalement, un dollar plus faible, c'est positif émergent, quoi. La mécanique de crise qu'on a observée aux États-Unis, avec l'idée que c'est une crise du passif, une crise des dépôts, notamment, ou en tout cas une fragilisation peut-être de la base de dépôt pour des banques régionales américaines. Est-ce que c'est un schéma qu'on peut retrouver peut-être dans la sphère émergente, ou est-ce que les conditions sont très différentes de ce point de vue-là? Les conditions sont très différentes. Hein. De fait, les banques sont plus concentrées dans la plupart des cas, pour beaucoup d'entre elles appartenant à l'État. Donc il n'y a pas une crise de confiance dans le système bancaire ou sur les dépôts. On n'a pas eu du tout de retrait, comme on a pu le voir sur SVB. Donc clairement, on n'a pas trop ce sujet, quoi, non. Ouais. Donc, la transmission se ferait vraiment par une crise de confiance majeure globale qui ferait qu'on aura un retrait de liquidité vers le dollar et là une inversion sur le dollar parce que vraiment une appréciation du risque qui est extrêmement élevée. Pour le moment, on ne le voit pas, quoi, en tout cas. Petite parenthèse quand même sur les questions financières, et ça a été un événement marquant au cours des derniers mois pour le marché indien, en l'occurrence, l'explosion de l'empire Adani, alors qui est sans doute très loin du sujet des hausses de taux de la Réserve fédérale américaine, mais qui montre quand même que dans la sphère émergente, il y a toujours un risque financier qui peut venir d'empires industriels, en l'occurrence, qui sont très dominants sur le marché indien. Malheureusement, ça arrive encore aujourd'hui, même si c'est peut-être un peu moins fréquent que dans le passé, mais en tout cas, ça arrive. Ça a créé beaucoup de perturbations. Ça a créé de perturbations sur le marché indien, indéniablement. Hein, et de fait, le marché indien est une performance les plus mauvaises depuis le début de l'année, en négatif, alors que l'indice émergent au global sur le premier trimestre monte, hein, tiré par le Mexique, par la Corée, par Taïwan, même par la Chine. Mais le marché indien, qui était, on l'a dit souvent ici, était un peu trop cher, entre guillemets, un peu... Marché de croissance. Valorisation très élevée, même si les perspectives indiennes sont très très bonnes à long terme. À court terme, il y avait un besoin de respiration. Ça a été exacerbé par cette problématique sur le groupe Adani, qui reste encore incertain, clairement, quoi, hein. Alors, heureusement, ça n'a pas non plus un impact extrêmement négatif sur les autres valeurs indiennes, hein, et notamment sur le groupe Reliance, qui est l'autre grand groupe indien, mais quand même toujours à regarder. On a eu également un problème sur une société qui s'appelle Americana, qui c'est du retail au Brésil, qui a fait effectivement aussi défaut. Donc on a toujours notre lot de problématiques. Mais oui, j'allais dire, c'est business as usual d'une certaine manière. Alors il y a des affaires plus explosives que d'autres, plus importantes que d'autres, qui font les plus de gros titres que d'autres, mais c'est toujours une situation qu'on surveille forcément. Absolument. Alors on n'a pas été touché par ces titres qui sont cotés en bourse, encore une fois. L'autre question, c'est les émergents et la baisse de production de l'OPEP+, annoncée hier, qui a surpris un petit peu le marché, les investisseurs. Donc baisse emmenée par l'Arabie Saoudite et la Russie, hein, dans le cadre de cette organisation plus, qui est l'OPEP+, aujourd'hui. Ça fait toujours parler le pétrole dans la sphère émergente. Comment est-ce que ça peut se répercuter entre les producteurs et les consommateurs, hein, toujours la même En général, une hausse du pétrole, c'est légèrement négatif, hein, notamment pour l'Asie, pour des pays comme la Corée, pour Taïwan, pour la Chine également, qui est importatrice, pour l'Inde, hein, qui importe également, quoi. Alors,
À contrario, certains pays en profitent, bien sûr, mais globalement, c'est un élément négatif. N'oublions pas quand même que le pétrole a baissé depuis le début de l'année, depuis septembre dernier, et qu'on revient sur des niveaux un peu plus je dirais, stables. 80, 85, Voilà. C'est un niveau qui peut convenir, si on en restait là, à tout le monde. Si on en reste là, ça convient. N'oublions pas que des pays comme l'Inde, notamment, et la Chine, sans doute dans une moindre mesure, à la taille de son économie, achètent du pétrole un peu moins cher. Oui. Non, mais ça pose aussi la question de ce qui a pu motiver cette décision. Donc, il y a forcément une dimension politique, géopolitique. Est-ce qu'il y a également quand même un ajustement à une situation macroéconomique que l'OPEP+ envisage un peu différente, avec l'idée peut-être qu'une reprise économique chinoise serait moins intense en pétrole que ce qu'on a pu connaître par le passé. Est-ce que c'est des facteurs qui comptent dans cette décision ? C'est effectivement un facteur qu'il faut avoir en tête, mais je pense que c'est plus une vision du monde développé où on s'attend quand même à un scénario pas forcément de forte récession, mais en tout cas de ralentissement, et qui se traduit par une moindre demande de produits d'hydrocarbures. L'OPEP anticipe quelque part cette situation. Elle l'a déjà fait dans le passé, c'est pas forcément quelque chose d'assez inattendu, et donc c'est dans ce cadre-là qu'il faut l'analyser. Côté chinois, on a une reprise de la consommation, une reprise post-Covid, une reprise par rapport à avec un effet de base favorable. On n'est pas non plus dans une situation de surchauffe, clairement, et on ne le sera pas cette année, comme on a pu le connaître, qu'on a pu le voir dans les années précédentes, au moment où la Chine envoyait du lourd, entre guillemets, avec des programmes, des stimulus importants. C'est pas le scénario aujourd'hui. Donc, je ne pense pas que l'OPEP s'attend ou est déçu par une demande chinoise qui serait moins forte que ce qu'ils attendaient. Oui, c'est simplement que c'est un constat qui est globalement partagé par tout le monde. Voilà. J'entends. Au passage, là, qu'est-ce qu'on peut dire ? Je retenais une information hier, alors sans lien avec le pétrole, ou si plutôt la stratégie de diversification du Royaume d'Arabie Saoudite. Donc, on a beaucoup parlé de l'hospitalité, qui est un secteur clé, stratégique aujourd'hui pour le Royaume. Je voyais que dans les jeux vidéo aussi, ils ont des ambitions, alors que je n'avais pas vu venir, à travers le fonds d'investissement saoudien, le fonds de pension saoudien. Il y a quand même jusqu'à 38 milliards de dollars de dépenses d'investissement fléchées vers le secteur des jeux vidéo. L'Arabie Saoudite veut devenir un hub du jeu vidéo dans le monde. Il y a une place à prendre de ce point de vue-là. Il y a une place à prendre, l'avenir le dira, mais est-ce que l'argent suffit pour ça ? C'est toujours le sujet qu'on a, notamment vis-à-vis d'un pays comme l'Arabie Saoudite, qui est extrêmement riche et qui veut diversifier son économie, qui est encore très, très pétrole, comme vous l'imaginez. Donc des investissements, j'ai envie de dire, un peu à tout va. C'est ce que fait le fonds souverain, un peu à la manière de SoftBank, d'une certaine manière. Alors, de fait, ils ont investi aussi massivement dans le fonds Vision de SoftBank. Donc, oui, ça fait partie d'une stratégie de diversification, y compris dans la nouvelle économie ou l'économie du 22e siècle. J'entends. Non, mais intéressant. On verra effectivement ce que donnent ces diversifications avec quand même beaucoup d'argent à la clé. Là, on parle d'un investissement de 38 milliards, jusqu'à 38 milliards de dépenses d'investissement pour créer un écosystème de production de jeux vidéo en Arabie Saoudite. Alors, il y a ces grands projets. On a parlé souvent de Neom, qui sont quelque part des projets phares. Il y a peu de chances qu'on réalise tout ce qui est montré aujourd'hui. C'est souvent la manière de faire, je dirais, en Arabie Saoudite. C'est vraiment montrer les 40, les 50 prochaines années, et puis ensuite pour créer un momentum, pour assurer des investissements pour les 5 prochaines années. Donc il y a deux écarts. Il y a un écart, entre de terme entre la grande vision et ce qui va se passer bien sûr dans les 3-4 prochaines années. À propos de grande vision, parlons à nouveau de la Chine et de la stratégie tech menée par Pékin aujourd'hui. Ça a été
été là aussi une des annonces importantes des derniers jours, la division en 6 parties du groupe Alibaba chinois, annonce qui a été faite alors que Jack Ma était de retour sur le terrain en Chine continentale. Il est apparu publiquement, officiellement à cette occasion il y a quelques jours maintenant, et dans le sillage on avait l'annonce, donc Daniel Zhang qui est à la tête d'Alibaba aujourd'hui, opérationnel, du split en 6 d'Alibaba. Qu'est-ce que ça envoie comme signal, comme message ? Le premier signal positif lié bien sûr à l'apparition de Jack Ma en Chine continentale, c'est que désormais le Pékin n'est plus contre les grands groupes privés de l'Internet, Alibaba, Tencent. Et autant, rappelez-vous, quand même, on a eu quand même beaucoup d'éléments négatifs, de vents très contraires, voire de vents tempétueux, pour ces groupes au cours des 2 dernières années, qui ont beaucoup baissé. Alibaba a quand même divisé quasiment par 3 par rapport à son plus haut, Tencent un peu moins, mais a baissé beaucoup. Et ce drive de la part des autorités nous paraît aujourd'hui inversé. C'est quand même une très très bonne nouvelle, ça, parce que c'est vrai que c'est difficile. Qu'on ait revu Jack Ma en Chine, c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle pour moi. C'est pas juste un petit signal. Non, c'est pas qu'un signe. Qu'ils annoncent en plus cette idée je dirais, de rendre ou de séparer le groupe, de scinder le groupe en 6 parties relativement indépendantes, c'est ce que j'appelle du smaller is beautiful. Et ça aussi, c'est dans la droite ligne de Pékin. Pékin est mal à l'aise avec un groupe industriel, un groupe technologique extrêmement puissant qu'il ne contrôle pas ou peu. Forcément, Pékin n'est pas très à l'aise avec ça. Si on scinde Alibaba, ça va plutôt dans le bon sens du point de vue des autorités chinoises. Donc, ça, c'est quand même un élément extrêmement positif. Maintenant, purement business sur le scindement du groupe, en général, c'est plutôt des bonnes nouvelles, ce genre de choses. La somme des parties. Indépendamment du contexte politique, ça veut dire que, d'une part, il y aura moins de cross-subsidy, comme on dit. C'est-à-dire que chez Alibaba, il y a des entités qui gagnent énormément d'argent, il y en a d'autres qui perdent encore de l'argent. Ces entités qui perdent encore de l'argent, pour se financer, elles iront sur le marché, soit de la dette, soit une mise en bourse. Mais donc, je dirais que Alibaba, les autres entités très profitables, ne financeront plus de manière systématique ces activités. Ça veut dire potentiellement des remontées de dividendes plus importantes. Donc, quand même intéressant, avec potentiellement des mises sur le marché boursier qui ont déjà été annoncées pour Cainiao, qui est la filiale de logistique. Donc tout ça s'est fait dans la foulée en quelques jours de la semaine dernière. Ça fait monter Alibaba de 15-16% quand même. Donc c'est quand même pas négligeable. Alibaba reste très peu cher au niveau actuel. Si on fait une somme des parties, c'est moins de 300 milliards de capi aujourd'hui. Voilà, absolument. C'était à 900 milliards. Je rappelle. Encore une fois, il y a presque 3 ans maintenant. Donc pour moi, c'est indéniablement une bonne nouvelle macro, politique et microéconomique. Et ça n'affaiblit pas la stratégie tech chinoise, la somme des parties. Pas du tout. Non. C'est même, je dirais que et ça renforce le côté entrepreneur. On a souvent dit dans la presse et ailleurs que Pékin était contre les entrepreneurs chinois. On l'a jamais forcément cru, mais il y avait quand même un contexte quand même un peu plus difficile. Là, c'est moins le cas. De fait, les annonces qui ont été faites aussi par le nouveau Premier ministre Li Qiang étaient très en faveur clairement du monde entrepreneurial chinois. Ils ont besoin de ces entreprises pour créer pour la croissance, indéniablement. La croissance à coup de stimulus, de prêts, c'est terminé. Ça. Donc on a besoin vraiment des privés pour s'en assurer. Il y a un secteur visiblement qui n'a pas encore été totalement contrôlé et qui s'est développé de manière spectaculaire. Tout ce qui tourne autour du véhicule électrique et de la batterie du véhicule électrique. Je lisais ce matin dans le Financial Times, donc il y a un groupe qui s'appelle le groupe CATL en Chine, qui est un groupe dominant dans le monde et en Chine, bien sûr, en fournisseur de batteries électriques pour tous les grands groupes mondiaux, Tesla, Volkswagen, etc. Ils ont plus de 30% de part de marché mondial. À l'occasion d'un séminaire business début mars, Xi Jinping rencontre le fondateur milliardaire, bien sûr, de CATL, Robert Zeng, et lui dit « Je suis à la fois ravi et inquiet, pleased and concerned, de voir la domination aujourd'hui d'un groupe comme CATL. »
Oui, alors Est-ce que c'est le prochain secteur scruté par les autorités chinoises? Au niveau de la Chine, clairement, CATL est dominant, mais il n'est pas le seul, quand même. Et je ne pense pas que de ce point de vue-là, BYD aussi est très fort. Hein. BYD fait des voitures aussi. Oui, et voilà. clients mais sur la partie batterie de CATL. Donc je ne pense pas qu'il y ait un problème de taille pour le moment. Hein. Ça reste, c'est pas les mêmes tailles non plus qu'Alibaba à l'époque. Hein. Après, il y a un sujet, bien sûr, pour CATL, pour le monde, pour l'export. Hein, parce que, et ça rentre dans cette relation, malheureusement, qui n'est pas simple, qui est la relation sino-américaine. CATL ne peut pas exporter aussi facilement, bien sûr, ses batteries dans le reste du monde. Juste pour avoir les chiffres, hein, la voiture électrique, enfin la moitié du marché, c'est la Chine. Hein, donc la moitié du marché mondial, la Chine est clairement leader, non seulement dans les batteries, avec des Coréens. Hein, les Coréens sont également présents. LG Energy, qui est une filiale du groupe LG, est un leader mondial. SK, SKI, SDI, Samsung SDI également, en faisant partie du groupe Samsung. Donc là, vraiment, on a des leaders très, très asiatiques, coréens, chinois, alors un petit peu japonais également, quoi. Au niveau des fabricants de voitures, des constructeurs automobiles, c'est un peu moins le cas, même si on voit, même ici, des voitures chinoises électriques exportées. La Chine exporte. Hein, BYD, vous le disiez, c'est le plus gros au monde aujourd'hui. Hein, c'est plus gros que Tesla en termes de nombre de voitures. Alors, pas en valeur, hein, parce que le prix est moins élevé, quoi, mais ils exportent dans d'autres pays. Et c'est un axe stratégique de développement de l'exportation. Donc, il n'est pas temps encore de contrôler ou de freiner ou de ralentir l'ambition de ces groupes. Non, à mon avis, non. En termes de taille, ce sont des marchés qui sont encore petits, hein, bien sûr. Mais ça va se développer fortement, indéniablement. Quand même. Merci beaucoup Bruno. Merci pour cet éclairage sur la situation des marchés émergents en général et de la Chine en particulier. Bruno Vanier, président de Gémeaux Assets, qui était l'invité de Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart. On se retrouve à 17h en direct.